les internautes, plus particulièrement ceux qui suivent la chaîne Sunisa TV. Bienvenue ou re-bienvenue sur votre émission Feedback 100% interactive, où nous recevons des jeunes conscients, talentueux et qui s'engagent dans tout ce qui contribue au développement de leur pays. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre ami, notre collègue, notre frère. Il s'agit d'Abdoulaye Yad pour parler justement de la prise en charge des enfants en situation de handicap. Souvent, ce sont des enfants de CNRAT. On n'en parle que mollement. En Europe, c'est développé, mais en Afrique, c'est pas développé. On verra ça avec notre cher invité Abdoulaye Yad. Je m'en vais vous le présenter. Abdoulaye Yad est un travail social formé à l'École nationale de travail sociaux et spécialisé, où il est entré par concours, un concours très sélectif. Il est éducateur spécialisé. Il est dans ce domaine depuis 2019 pratiquement. Abdoulaye Yad est un accompagnant, des élèves en situation de handicap. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge de ces enfants à besoins spécifiques. Abdoulaye Yad, bonjour. Bonjour, monsieur Ismaël Ali. Comme vous avez entamé au début de vos propos, je pense que je vous ai bien présenté. Oui, vous m'avez très bien présenté même. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je salue tout un chacun qui regarde cette émission à travers votre plateforme. Donc voilà, je pense que notre échange ou bien notre entretien sera bénéfique à tout un chacun, Inch'Allah. Justement, on va parler de la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Ce ne sont pas des enfants qu'on a tendance, qu'on connaît souvent, les enfants entre guillemets normaux, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, quand on parle de prise en charge de ces enfants-là, quand on parle de cette prise en charge, comment se passe la prise en charge et qui sont ces enfants? Merci, monsieur Ismaïla. Bon, d'abord, c'est des enfants comme tout enfant. Donc voilà, c'est des enfants qui sont là, qui font partie de la société, donc qui ont tout simplement des particularités, des spécificités. Donc c'est des enfants qui ont des difficultés, surtout des difficultés au niveau de la concentration, au niveau de la compréhension et au niveau de la réflexion. Et ce que vous appelez handicap? Bon, on peut le dire handicap parce que le mot handicap même, c'est un concept qui résulte de la déficience et de l'invalidité, de la capacité de l'être humain ou bien de l'enfant à faire une tâche ou bien à faire un rôle social ou bien un rôle normal. Donc c'est ça en fait, d'après la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans le contexte sanitaire. Donc il s'agit des enfants qui sont, en fait, le mot handicap s'agit de quelque chose, d'un concept qui renvoie à une, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui découle d'une invalidité ou bien d'une déficience. Alors ces enfants dont on parle, est-ce qu'ils ont cette déficience et spécifiquement c'est quel genre de déficience? Bon, ça dépend des déficiences, parce qu'on a 4 types de déficiences. On a une déficience légère, une déficience moyenne, une déficience profonde et une déficience plus profonde, si on peut l'exprimer ainsi. Donc, mais nous, voilà, c'est des catégories. Mais nous, on a tendance d'après ce que je pratique sur le terrain, on a tendance à travailler avec des enfants qui ont une déficience légère. Alors, est-ce que ces enfants-là, on peut les comparer avec des enfants qui ont des difficultés de concentration? Oui, on peut les mettre dans ce même sac, on les considère comme des enfants qui ont un peu des difficultés de concentration, parce qu'en général, on parle de troubles du développement avec ou sans hyperactivité. Donc l'enfant est dans un milieu ordinaire comme tous les autres enfants, dans une école normale, mais seulement ressent le besoin d'être accompagné par un adulte ou bien par un professionnel que nous sommes. Donc on est là, dans un milieu normal,
Il y a tous les enfants, ils sont en classe. Ils font en fait la classe, par exemple, la classe de C1, de CM2, à l'école primaire quand même. Si je Donc, comprends bien, ce ne sont pas des enfants qui sont, disons, inclus dans l'éducation spirituelle, dans l'éducation inclusive, je veux dire. oui, dans l'éducation. En fait, il y a une partie où il y a des enfants, en fait, il y a une déficience où ces enfants ne peuvent pas accéder à ce milieu ordinaire, comme on le dit. Donc, là, on va les renvoyer en milieu spécialisé. Okay. Il y a des centres en fait, il y a des centres ou bien des écoles qui travaillent dans ce sens-là, comme le centre Aminata Mbaye de Saint-Louis ou bien de Dakar, là où j'ai eu à faire mon stage de mise en situation professionnelle en 2019. Donc là, c'est spécifiquement les enfants, bon, si on peut l'appeler ainsi, les enfants autistes ou bien les enfants trisomiques qui présentent ou bien qui vivent avec l'autisme ou bien qui vivent avec la trisomie 21. Donc là, c'est un milieu spécialisé. Il y a une prise en charge conforme, il y a une prise en charge spécifique, différente de la prise en charge qui se fait en milieu ordinaire. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de ça? Qu'est-ce qui, je ne parviens toujours pas à comprendre la réelle différence, la nuance entre les enfants normaux, je mets toujours entre guillemets, et les enfants à besoins spécifiques? Bon, c'est au niveau de l'autonomie surtout. Ces enfants, voilà, ces enfants ne sont pas autonomes. Donc, il s'agit plus particulièrement de l'autonomie au niveau des habiletés sociales, okay. Au niveau aussi intellectuel, sur le plan aussi, surtout sur le plan, je parlais tout à l'heure de réflexion, sur le plan de la concentration en classe. Ces enfants n'arrivent pas à... Ces enfants qui sont en milieu ordinaire, en classe, qui sont accompagnés par des professionnels. Donc, ils sont là, mais ils ont des difficultés à se concentrer. Ces enfants qui ont des difficultés à se tenir correctement, comme tout autre enfant, entre guillemets, normal. Donc, bien normaux. Donc, ils ont des difficultés à se concentrer, surtout à se tenir correctement assis sur une chaise. Donc, nous savons tous qu'à l'école, quand nous sommes là, nous sommes assis, concentrés. On est là, on écoute le maître et tout ça. Mais ces enfants-là n'arrivent pas ou bien ont des difficultés à se tenir. C'est des gestes simples. Okay. C'est des gestes simples qui si tu es, voilà, tu n'es pas professionnel ou bien si tu connais pas, tu dis que voilà, c'est des gestes simples. Mais pour eux, c'est tellement difficile. L'enfant a même les habitudes de vie, manger, se vêtir, boire. En fait, ça nous paraît, voilà, ça nous paraît, ça nous paraît facile pour nous, mais c'est extrêmement difficile pour ces enfants. Donc, oui, ils sont pas autonomes, donc ils ont besoin d'être accompagnés. Et vous les accompagnez dans ce sens? Voilà, nous les accompagnons dans ce sens, surtout en milieu scolaire d'abord, en classe, pour que l'enfant puisse savoir comment s'asseoir, comment suivre, écouter la consigne. Surtout, on revient plusieurs fois sur la consigne. Donc c'est un accompagnement continu. Voilà, c'est un accompagnement continu. À la maison également. Voilà, c'est un accompagnement qui se fait à l'école et qui se fait à la maison. Mais parfois, on rencontre des difficultés avec les parents surtout parce que voilà, ils veulent que l'accompagnement se fasse seulement à l'école, alors que c'est un travail vraiment en chaîne. Est-ce que vous, parce que je pense que c'est tout un système qui est là, voilà. qui doit accompagner l'enfant. Les parents constituent un système. Voilà, c'est une équipe. Ça doit être une équipe. Est-ce que vous pensez à former, à donner un certain nombre de compétences aux parents pour continuer l'accompagnement à la maison? Si, nous jouons un rôle de facilitateur. Nous jouons un rôle de facilitateur. Nous sommes amenés à travailler avec l'enfant, avec la famille et avec d'autres professionnels qui tournent autour de l'enfant, comme le psychomotricien, il y a l'orthophoniste. Donc voilà, il y a le psychiatre. Voilà, le psychiatre, le psychologue parfois, les psychopédagogues. Donc on a tous ces professionnels autour de nous qui nous aident à vraiment développer l'autonomie de l'enfant. Alors ça coûte énormément d'argent. Oui. D'où le coût socio-économique du handicap.
Et en les général. enfants issus de familles non aisées, comment ça se fait? Bon, Comment ça se passe? Parce que souvent, on avait tendance, si on avait ces enfants-là dans les familles, on avait tendance à les mettre dans des chambres, à les enfermer, ne pas les présenter à la société et tout. Maintenant, tout ce coup-là, il y a les psychomotriciens, il y il y a les a, psychiatres, les ouais, accompagnants. il y a l'éducateur spécialisé, Voilà. donc il y Maintenant, a ces enfants qui sont issus de familles non aisées, de démunis. familles diminuées, Ouais. comment ça va se Bon, passer? oui, C'est c'est un d'où, problème, hein? voilà, c'est d'où l'importance vraiment de l'implication de l'État dans ce sens. Surtout pour accompagner les familles, accompagner vraiment les écoles à prendre en charge ces enfants. Parce que souvent, c'est des enfants, en fait, je ne dis pas souvent, mais la majeure partie, moi je travaille en général avec des familles, entre guillemets, Donc, aisées. c'est privé. Voilà, c'est privé. Donc, je suis dans le privé. Eux, bon, ils ont, voilà, quoi, ils ont les moyens, donc ils payent les professionnels. Mais Pour avoir un accompagnement de voilà, qualité. des qualités aussi, parce que tu recrutes des professionnels, c'est vraiment pour pouvoir avoir un résultat. Donc, mais comme vous parlez de d'autres familles qui sont moins aisées, donc je pense il faudra l'appui de nos autorités, de l'État, pour qu'ils puissent accompagner ces familles et voilà, pour que nous, professionnels aussi, nous puissions les aider à aider leurs enfants. Parce que c'est des enfants qui sont super adorables. C'est des enfants qui ont beaucoup de potentialité. Donc, du point de vue comportement, du point de vue intellectuel, du point de vue voilà, de l'ingéniosité. Il y a des enfants qui manipulent, en fait, qui arrivent à faire des choses que les enfants, entre guillemets, normaux n'arrivent pas à faire. Ah bon? Oui, parce que moi, j'ai eu à côtoyer des enfants où, avec l'Internet, c'était autre chose. On dirait que leur cerveau en fait, on peut le mettre en rapport avec l'ordinateur. Même si on sait que le cerveau humain, bon, est plus développé que l'ordinateur, mais Ils ont des voilà, mémoires il y a des cognitive. mémoires, il y a des habiletés extraordinaires. D'accord. Donc, c'est vraiment un domaine très, très passionnant parce au quotidien, on se frotte à ces genres d'enfants. Des enfants qui ont en fait, le niveau émotionnel qui sont super adorables. Alors souvent c'est des enfants qui sont souvent victimes d'ostracisme, d'exclusion, qui ne sont pas pris en charge, non seulement par leur famille, hein, qui ne sont pas pris en charge par leur famille, qui ne sont pas soutenus par leur famille, pour dire Effectivement. même des autorités. Alors ces enfants-là, vous, qu'est-ce que vous dites sur ça? Bon, oui, d'abord, il faudra une intervention au niveau des familles à travers la conscientisation des familles, de conscientiser, de parler à travers des campagnes de sensibilisation, de dire que c'est un état, que leurs enfants ne sont pas malades, c'est pas une maladie. Il faut pas confondre du moins une maladie mentale d'un état. Un état, c'est un enfant qui est là, qui est né avec cet état. Il est autiste ou bien il est trisomie 21. Il doit vivre avec cet état tout au long de sa vie. Donc, il suffit tout simplement de mettre en place des stratégies de réadaptation. Et vous avez ces stratégies? Oui, nous avons, Vous êtes formé bon, pour ça? voilà, nous sommes formés pour ça, alhamdulillah, et par rapport à notre expérience sur le terrain, donc on est à notre 5e ou 4e année, donc on commence vraiment à s'imprégner du milieu. Et souvent même ce sont des jeunes là, des jeunes personnes qui peuvent faire ce travail parce que ça demande, je suppose, beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup d'énergie, beaucoup de force intellectuelle et à la fois physique, parce qu'il y a de ces enfants qui vont te taper, il y a ces enfants qui vont t'insulter, Des enfants agités. agités, hyperactifs. Donc, c'est pas des comportements en fait, c'est pas des choses qu'ils font parce qu'ils sont indisciplinés, mais non, c'est un état qui est là. Donc, ils sont nés avec cet état. Et c'est à nous, professionnels, nous, familles, nous, voilà, autorités, de voir comment les stratégies à développer, comment vraiment aller vers ces enfants, essayer de les mettre en milieu spécialisé s'il le faut, ça dépend du besoin, ou bien en milieu ordinaire ou classique, pour aider ces enfants à développer leur autonomie, à s'insérer dans la société, à vivre, à avoir une vie, une participation sociale comme tout autre. On a tantôt abordé, vous insinuez que l'État, les autorités n'ont pas pris en charge cette question, la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Est-ce qu'il y a
des structures publiques ou en tout cas des familles qui ont des enfants de ce genre, des familles diminuées qui ont des enfants de ce genre pourront orienter Oui, oui. Dans ce sens, je pense que il y a des efforts qui sont en train d'être consentis par l'État, surtout avec notre nouveau régime là. Je pense que dans le volet social, il commence à être enceint. oui, mais bon, on peut dire que bon, comme ils n'ont pas encore, fait pratiquement 7 mois. bah, 7 mois, ce n'est rien par rapport à 5 Alors, ans. quel message à leur endroit? Le message que j'ai à leur dire, c'est vraiment d'accompagner ou bien d'intégrer ou bien de recruter les travailleurs sociaux surtout. Nous sommes des professionnels, nous avons fait un concours, comme vous l'avez dit tantôt à l'entame de vos propos. Nous avons fait un concours très sélectif. Nous avons été formés pendant 3 ans. Chaque mois, nous percevons, en fait, nous recevions des bourses chaque mois, nous recevions des bourses. La mémoire, il y a une subvention, voilà, tout ça. Donc, après, nous sommes formés, voilà, nous avons fini notre formation, nous avons notre diplôme d'État en travail social spécialisé, il y a des assistants sociaux, il y a des professionnels qui sont spécialisés en formation et l'insertion des personnes handicapées comme moi. Il y a d'autres qui sont spécialisés en protection des droits de l'enfant. Il y a des médiateurs. Donc, tout ça, voilà quoi. Après, ils sortent. Après, voilà, nous sommes obligés d'aller travailler pour le privé. Le privé paye plus que le public. Oui, oui, le privé paye. Si vous arrivez d'encadrer 5 à 7 enfants, là, c'est Oui, oui, mais bon, en fait, c'est une alternative parce que comme on a été formé, on ne peut pas chômer parce qu'on a comment dire, des attentes au niveau familial. Vous allez abandonner. Bon, nous allons voir comment ça va se faire ce recrutement par rapport à ce qu'on fait dans le privé. Mais en fait, il faut savoir aussi que c'est un travail très noble. Parce que si on commence... c'est une vocation quand même. C'est une vocation. Si on commence un projet avec des familles ou bien des structures, donc on se doit vraiment de tenir nos engagements, d'aller au bout de ce projet. Alors, Abdoulaye, je veux aborder un thème, un aspect fondamental. Il y a des familles qui, peut-être, ont mis leurs enfants, disons, par préjugés ou par ignorance, ou elles pensent que ces familles-là, que ces enfants-là ne connaîtront jamais une évolution. Est-ce que vous, dans votre travail, vous avez accompagné des enfants qui ont quand même connu une évolution que les parents ont réellement appréciée? Bien sûr, pour cette pertinente question, M. Lee. En fait, c'est comment dirais-je, la noblesse même de ce travail, l'amour que j'ai pour ce travail. Parce que au quotidien, tu es affronté à des défis, à des objectifs à relever. Comment aider l'enfant à réussir? Comment aider l'enfant à avoir une participation sociale, surtout au niveau familial, au niveau de l'école, au niveau de la communauté. Vous voyez, donc moi, personnellement, j'ai eu à travailler, comme je l'ai dit, je pense que je suis à ma 4e année avec des familles. Mais chaque année que je termine, je reçois des éloges, je reçois des compliments, je reçois vraiment des mots qui me touchent et qui me poussent parce que j'ai fait des résultats, parce que j'ai aidé l'enfant à quitter un point A pour aller à un point B. Donc là, c'est d'où vraiment l'importance ou bien d'où la noblesse de ce travail que je fais. Et je le fais avec amour parce que tu as un être humain qui est là, qui sait qu'il a besoin. Il vit avec un état. Il est né avec cet état et il est condamné à vivre tout au long de sa vie avec cet état. Tu es là à l'accompagner. C'est supposé de changer, non? Oui, évoluer. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement adéquat. Un accompagnement de qualité. De qualité adéquat par rapport aux besoins de l'enfant, par rapport à l'état aussi de l'enfant. Donc, il faut prendre en compte l'état de l'enfant. Toute intervention qui ne tient pas en compte l'état de l'enfant, de la situation, de la psychologie de l'enfant, est vouée à l'échec. Donc, il faut d'abord connaître l'enfant, l'apprendre à savoir qui il est et en quoi il a du potentiel. Donc, c'est sur ce plan-là que tu peux développer l'enfant, tu peux aider l'enfant à se développer, à vraiment exploiter tout son potentiel. Donc, d'accord.
Merci beaucoup, Abdoulaye Yad. Je rappelle que c'est un travail social formé à l'École nationale de travail social spécialisé, éducateur spécialisé, excusez-moi de la redondance, mais également accompagnant des élèves en situation de handicap. Il travaille dans ce domaine depuis maintenant 4 ans. Un jeune qui a toujours la vocation d'aider ses enfants à besoins spécifiques. Donc, Abdoulaye, vous partagez ce métier avec d'autres personnes, avec d'autres professionnels. Ouais. Quel message allez envoyer? Parce que souvent, il y a peut-être des éducateurs, je ne vais pas mettre tout le monde dans le sac, Oui, effectivement. qui quand même font le travail par tricher, par argent. Est-ce qu'on peut faire ce travail par argent? Non, effectivement. Merci pour cette question aussi. Bon, vous posez vraiment des questions tellement pertinentes. Merci. Donc, parfois, tu trouves des professionnels ou bien des gens qui sont recrutés alors qu'ils n'ont pas été formés à la base. Mais à qui la faute, les parents peut-être? Bon, les parents, bon, s'il y a tout un système, donc voilà. Mais ce que je leur dis, le message que je leur dis, c'est même si on vous forme, que vous n'étiez pas formé, allez vous faire former. Parce que c'est un travail très sensible. Qui demande des compétences. Beaucoup de compétences. De technicité. De la technicité, de l'ingéniosité, comme j'ai l'habitude de le dire. Et beaucoup d'amour, de personnalité surtout. Parce que tu as l'image de l'enfant. Tu es le modèle de l'enfant. Donc tu dois faire tout pour véhiculer, pour essayer d'instaurer une personnalité vraiment qui l'aidera à être quelqu'un de demain au futur. Donc c'est tout un professionnel que je respecte beaucoup, que je salue de passage, mes collègues. Donc je leur dis de tenir bon et que c'est pas un travail facile. Il y a des brebis galeuses dans le domaine. Oui, il y a des des gens qui frappent même, qui frappent les enfants. Il y a des vidéos qui circulent. Oui, comme tout domaine aussi, il y a des brebis galeuses. Mais ce que je dis, l'appel que je lance, c'est la formation. Il faut pas terminer de se former. Il faut continuer la formation. C'est une formation continue. Donc, à travers le terrain même, on apprend énormément de choses. Moi, je dis que c'est la pratique qui m'a forgé. C'est la pratique qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. La confiance que j'ai à l'endroit des familles et des enfants que j'accompagne, c'est le terrain qui me l'a donné. Donc, à travers les stages que j'ai eu à faire, surtout au centre Aminata Mbaye, que je salue de passage, mes collègues qui sont là-bas de Saint-Louis, et tous les autres professionnels aussi autour de ce domaine, qui est le social. Donc, c'est un travail vraiment qui se fait par le cœur. Donc, c'est un travail, voilà, c'est une vocation, c'est un sacerdoce. On ne travaille pas pour l'argent, nous. Mais si on ne paye, bon, on est preneur parce qu'on a des familles aussi à nous. Vous savez qu'on vous donne des oui, cadeaux? Oui, surtout de la part des enfants même. Moi, il m'a dit d'avoir des lettres, il m'a dit de recevoir des lettres, des dessins, oui, des casquettes, des parfums, je sais pas. Même les familles aussi. Tu vois une famille qui voyage, qui va en vacances, qui vient, qui te donne un cadeau. Donc vraiment, c'est des choses qui touchent et qui te poussent à aller vers l'avant. Parce que c'est une confiance qui est là. Et on n'a pas le droit de se voir vraiment. Alors peut-être que ce sera la dernière question parce que on est un peu contraint par le temps. Comment je vais reformuler la question? Vous, en tant que professionnel, vous avez cheminé avec l'enfant des années durant. Et puis, à un moment donné, peut-être vous allez recruter quelque part, vous avez d'autres obligations professionnelles. Au moment du départ, cette rupture-là, alors vous l'avez dit tantôt, les enfants vous aiment, ils ont un attachement profond avec vous. Parfois même plus profond qu'avec le parent. Bien sûr. Dans cette rupture-là. Bien sûr. Ça se prépare. Ça se prépare. Pour moi, tout se prépare. Ça fait partie du projet. Ça fait partie du projet. C'est un projet qui est là. Tu as un plan d'action, tu as des objectifs à atteindre. Mais vous avez peut-être les parents vous fassent quelque chose de mal, qui vous fait mal et tout, et puis vous décidez de partir. Est-ce que vous allez partir sans préparer cette... C'est ça que je vous dis. En fait, on n'a pas le droit de partir comme ça. On n'a pas ce droit. Parce que c'est un travail, comme je dis, c'est complexe. Donc, où tu as ce lien d'attachement avec l'enfant, avec les parents. Donc, tu peux pas quitter comme ça, brusquement. Donc, tu vas te mettre à la place de l'enfant. Dès l'instant que tu te mets à la place de l'enfant, tu vas te dire que non, je n'ai pas le droit de faire ça.
Parce qu'on a comme je le dis, nous sommes des travailleurs sociaux déjà. Nous avons des causes nobles à défendre, après tout. Parfois, on est obligé de mettre à côté tout ce qui est intérêt financier et trucs personnels, des conflits. Parfois, il t'arrive d'avoir des conflits avec la famille, avec la maman, ou bien avec le papa, ou bien l'enfant même. Mais tu te dis que voilà, j'ai pas ce droit. J'ai une mission. C'est l'enfant. C'est son avenir que tu mets en avant. Et une fois que, je ne sais pas ce que nous réservera l'avenir, mais une fois que tu verras l'enfant réussir et que tu saches que tu as contribué à cette réussite, non, il n'y a pas de bonheur plus grand que ça pour moi. Je comprends. Alors, Abdoulaye, je rappelle toujours que vous êtes éducateur spécialisé, vous êtes dans le domaine depuis 4 ans. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est la prise en compte de ces enfants dans la société, de faire vraiment des campagnes de sensibilisation au niveau étatique, le plaidoyer, pour que la société sache, parce que la société n'a pas l'information, ou bien ne connaît pas c'est quoi vraiment la spécificité des enfants, c'est quoi le potentiel de ces enfants. Il faut vraiment étendre la sensibilisation pour que ces enfants vraiment puissent être acceptés, pour qu'on puisse vraiment voir ou bien assister à la participation pleine, la participation pleine dans la société. Merci. Merci beaucoup, Moussé Yabd. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Vraiment, vous avez touché là où le bas blesse. Ce sont des enfants innocents qui sont souvent mis en rade, qui sont souvent abandonnés. Donc ces enfants-là, ils font partie de la société. On doit les prendre en charge pour qu'ils eux aussi participent dans la construction de cette nation. Ce sont des enfants qui ont des capacités souvent extraordinaires, qui ne dépassent les capacités des enfants. Non, vraiment. Il faut les prendre en charge. Les familles ont un rôle à jouer, les professionnels ont un rôle à jouer, chacun de nous a un rôle à jouer. Donc c'était ça, votre émission Feedback. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.